Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans la ville de Dijon, ville pays d'art et d'histoire où nous allons découvrir ensemble la Chartreuse de Champmolles, site emblématique de l'histoire du duché de Bourgogne. Nous nous retrouverons ici en fin de parcours pour découvrir ce lieu insolite rattaché à la Chartreuse. Je suis Marion Adam, guide conférencière. Pour beaucoup d'entre nous, la Chartreuse renvoie à l'hôpital psychiatrique de Dijon. En 1833, le département de la Côte d'Or rachète l'ensemble des bâtiments restants à la famille Crétet pour y installer un centre hospitalier spécialisé. Le département fait construire l'hôpital psychiatrique par l'architecte Pierre-Paul Petit, dans un contexte de renouveau médical au XIXe siècle, mais aussi avec le but de conserver un morceau du patrimoine matériel dijonnais pointé par le conservateur du musée des Beaux-Arts, Févré de Saint-Mémin, dans un rapport précédant le rachat de quelques années. C'est donc in extremis que ce morceau de notre héritage a été préservé, ou plutôt ce qu'il en restait, c'est-à-dire le fameux puits de Moïse ainsi que le portail de l'église d'origine, une tour d'escalier menant aux anciens oratoires du Caux et l'hôtellerie. En plus de protéger une partie de l'histoire matérielle de Dijon et d'abriter un lieu de soins, la Chartreuse abrite également 15 hectares d'espaces verts qui ont été constitués dans le cadre des activités thérapeutiques de jardinage proposées aux patients de l'hôpital dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Ainsi, la Chartreuse possède le label Éco-Jardin aujourd'hui et la LPO a également classé la Chartreuse refuge pour les oiseaux. Avant de devenir un hôpital, ce lieu a d'abord été un cloître monastique de Chartreux, les Chartreux tirant leur nom du massif de la Chartreuse en Isère, où cet ordre monastique contemplatif a été fondé en 1084 par saint Bruno. C'est à la fin du XIVe siècle qu'un groupe de 24 Chartreux arrive à Dijon sur décision ducale. En effet, Philippe le Hardi souhaite se construire une nécropole dynastique à l'instar des rois de France et de leur basilique Saint-Denis ou de la dynastie ducale précédente en Bourgogne et de l'abbaye de Cîteaux. C'est donc en 1383 que Philippe le Hardi achète un terrain marécageux, dit le terrain de Champmolles, qui a un sol très humide en raison de la source du Renne qui l'abrite. En achetant ce terrain et en faisant construire sa propre nécropole ducale, Philippe le Hardi va faire une démonstration politique. Bien sûr, il est à l'époque régent du royaume de France, mais il fait aussi une démonstration de piété. En effet, en plus de financer la construction d'un cloître monastique, il précise aussi dans son testament rédigé pendant les travaux qu'il souhaite être inhumé en habit de moine chartreux. On va maintenant découvrir l'ampleur de son mécénat à travers le puits de Moïse, si vous voulez bien me suivre. Alors ce puits de Moïse illustre parfaitement la volonté d'affirmation politique des ducs de Bourgogne. Réalisé par Claus Slutter et son atelier à la fin du XIVe siècle, ainsi que son neveu Claus de Sverve suite à son décès, cet ensemble représente 6 prophètes de l'Ancien Testament, couronnés par plusieurs anges à l'expressivité remarquable. En faisant le tour du puits de Moïse, on va s'apercevoir qu'on a bien donc 6 anciens prophètes, Zacharie, Daniel, Isaïe, David, Jérémie et Moïse. À l'origine, ce groupe sculpté était couronné par un calvaire dont les dimensions et la composition font encore débat à l'heure actuelle. En tout cas, ce qu'on peut affirmer sans trop de risque, c'est que ici Philippe le Hardi choisit de faire plusieurs affirmations. Tout d'abord, il fait des liens entre l'Ancien et le Nouveau Testament en choisissant des prophéties annonçant la venue du Messie. Et puis, il va également faire des liens avec sa propre personne et le contexte dans lequel il s'inscrit. Si on regarde les différents prophètes, on remarque que non seulement ils sont vêtus avec des habits contemporains du duc de Bourgogne, mais ça va même plus loin que ça, puisque
Le roi David est ici coiffé d'une couronne à fleur de lys, qui est la couronne des rois de France. Et si on s'arrête un petit peu plus longtemps sur cette statue et sur son voisin Jérémie, on s'aperçoit que le roi David est également vêtu d'une robe présentant des soleils ornés de feuilles d'or. Si on avance encore un petit peu, on s'aperçoit que le prophète Jérémie est tourné vers le roi David et il est vêtu d'une robe pourpre et d'un manteau vert. Or, on sait que ces deux couleurs étaient les deux couleurs fétiches du duc Philippe le Hardi. Par ailleurs, je rappelle que Philippe le Hardi, à ce moment-là, est régent du royaume de France. Ça fait donc beaucoup de références au contexte et il faut ajouter à ça des ressemblances assez importantes entre le visage du prophète Jérémie et les portraits du Hardi que nous connaissons, qu'ils soient peints ou sculptés. Alors nous allons maintenant quitter cette structure construite au XVIIIe siècle pour protéger le puits de Moïse afin de nous diriger vers la chapelle construite au XIXe siècle pour rappeler l'ancienne église des Chartreux. L'église d'origine a disparu. En effet, lorsque Emmanuel Crétet rachète l'ensemble des bâtiments en 1791, il ne conservera que quelques parties pour le côté pratique ou pour pouvoir décorer son nouveau parc. Et de l'ancienne église, il ne garde que le portail. Il va revendre l'ensemble pierre par pierre pour la construction. Cette église présente une particularité architecturale puisque qu'on se place d'un côté ou de l'autre, on a l'impression qu'elle a deux chevets, soit deux façades arrière. Et on est obligé de marcher un petit peu pour aller trouver la porte d'accès vers le narthex. Nous voici maintenant arrivés dans le narthex qui date de 1401 pour son portail et bien sûr de la période plus récente pour la partie couverte. Le portail de 1401 a été réalisé par Klaus Slaughter et ici on voit clairement toute la dextérité de ce sculpteur sur les personnages qu'il a façonnés. Alors évidemment le couple ducal ne s'oublie pas, il se fait bien sûr représenter dans une dévotion ostentatoire. Vous voyez le duc Philippe le Hardi agenouillé en prière et juste ici son épouse Marguerite de Flandre agenouillée en prière également. Chaque duc est accompagné de son saint protecteur, donc Saint Jean-Baptiste pour le duc de Bourgogne et Sainte Catherine pour la duchesse. Ce couple se fait également représenter ici, au pied de la Vierge Marie, en faisant noter ses initiales, le P et le M, qui se trouvent juste sur le socle au pied de cette Vierge à l'enfant. Alors ce portail témoigne d'une dévotion qui va grandissante à la fin du XVe siècle. Effectivement, la dévotion envers la Vierge se développe et ici on en a bien la preuve avec ce personnage qui est central. Au-delà de ça, on voit également autre chose qui est caractéristique de cette époque et très intégrée dans ces influences que Klaus Slaughter va ramener en Bourgogne depuis les Flandres, c'est ce côté très naturel du drapé, un côté très fluide et très souple qui va renforcer l'impression de mouvement mais également l'impression de réalisme. Enfin, si on regarde un peu plus précisément la Vierge à l'enfant, on voit surtout une mère et son enfant qui échangent un regard de tendresse beaucoup plus que deux personnages célestes et de nature spirituelle. En effet, ici, c'est plus le caractère terrestre de ces personnes qui est mis en avant. Alors, cette chapelle a été construite en 1840 par le même architecte que celui qui a construit l'hôpital, dans l'idée de rappeler l'église d'origine. On rappelle aussi, bien sûr, la présence ducale avec, juste au-dessus de nos têtes, au-dessus de l'entrée, les 4 blasons des 4 couples ducaux valois de Bourgogne, installés sur la tribune en bois, qui permet aux patients de suivre la liturgie. On va retrouver également sur les vitraux qui datent du XIXe siècle les 2 premières générations des Valois de Bourgogne d'un côté et de l'autre, tandis qu'au centre, leurs saints protecteurs sont représentés. Cette chapelle ne nous donne pas une idée très fidèle des dimensions d'origine de l'église, mais heureusement pour nous, il reste quelques vestiges à l'extérieur qui nous aident à nous imaginer un petit peu mieux les véritables proportions.
Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, en plus du puits de Moïse et du portail d'origine, la Chartreuse a également conservé le puits d'origine ainsi qu'un morceau de mur et un départ de piliers et bien sûr la tour d'oratoire ducale qui se trouve juste derrière moi. La tour d'oratoire ducale, ce que l'on appelle en tant que telle, était en fait une tour d'escalier qui permettait de mener aux deux oratoires respectifs du duc et de la duchesse. En effet, chacun d'entre eux avait sa propre pièce dédiée à la prière, richement ornée. On voit encore ici les décorations des départs de voussures ainsi que les chapiteaux ornés de feuillages. Pour pouvoir accéder à l'enclos monastique, on avait le choix entre deux sorties ou deux entrées selon comment on voit les choses. Juste derrière moi, vous voyez un portail gothique du XVe siècle. C'est l'accès nord au cloître qui donne actuellement sur l'avenue Albert Ier. Il existe un deuxième passage, déjà à l'époque et encore aujourd'hui, bien qu'il ait perdu son décor d'origine. C'est le passage qui donne actuellement sur la rue du Faubourg Rennes. Nous pouvons aussi découvrir l'hôtellerie qui a été construite en 1772. En effet, au sein de la Chartreuse, on accueille régulièrement des pèlerins. Et bien sûr, des pèlerins de marque, puisqu'il s'agit d'une nécropole ducale. Et pour accueillir des hôtes de marque, il faut bien sûr un bâtiment qui s'y prête, raison qui a amené à la construction de l'hôtellerie. Aujourd'hui, ce bâtiment est toujours utilisé puisqu'il abrite une salle d'exposition gérée par l'association Itinéraire Singulier, une exposition d'art brut qui travaille avec l'hôpital et ses patients depuis maintenant plusieurs années et qui s'expose bien sûr dans ce lieu, mais ailleurs dans Dijon. Nous revoici dans ce lieu insolite dont je vous parlais en début de visite qui s'appelle le lavoir des Chartreux. Et malgré son nom un peu trompeur, ce lavoir n'a pas vraiment de point d'attache avec le cloître qui se trouve juste à côté. En effet, derrière moi, vous apercevez les restes d'un mur sur lesquels sont appuyés les lavoirs. Et c'est effectivement pour ça qu'il s'appelle les lavoirs des Chartreux, puisque de l'autre côté de ce mur se trouve l'intérieur de l'enclos monastique. En effet, à la fin du 19e siècle, on a décidé d'installer des lavoirs ici, juste à côté des sources du Renne, pour profiter de ces eaux pures et cristallines, mais également de ces eaux qui ne gèlent jamais, peu importe la saison. Fort pratique donc pour assurer la lessive. Mesdames et messieurs, cette découverte est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère vous retrouver nombreux dans de futures visites guidées de Dijon.